Voilà, nous allons continuer avec la deuxième table ronde intitulée « Pour une évaluation qui favorise les soins ». Alors moi, je m'appelle Claire Giquer, je suis psychiatre de service public en Savoie et depuis longtemps maintenant, je rencontre des personnes migrantes psychotraumatisées. Et du coup, ça nous était venu cette idée de parler de l'évaluation parce que comme beaucoup d'entre nous le savent, les médecins de l'OFI, et notamment les psychiatres, font passer les professionnels, surtout les professionnels, mais aussi éventuellement les bénévoles, qui s'occupent de personnes migrantes et de leur santé mentale pour de doux rêveurs qui n'ont aucun aspect scientifique et qui sont emportés par leurs émotions bienveillantes. Et du coup, cette disqualification est constante. Et alors, ça tombe très bien, on vous en a un petit peu parlé, il fait allusion ce matin, mais vient de sortir le rapport pour 2023 sur les titres de les demandes, le traitement par l'OFII des titres de séjour pour raison de santé. Et alors, je vous recommande particulièrement la page 70, qui est tellement caricaturale qu'elle expose ce qu'elle veut cacher, c'est-à-dire un scientisme caricatural, je reprends le mot parce qu'il n'y a que celui-là, des médecins de l'OFII dans leur évaluation, notamment des psychotraumatismes. C'est totalement ubuesque et paralogique, tout en accusant les personnes les professionnels qui font des demandes, des certificats de ce même paralogisme. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça tombe très très bien par rapport... ça tombe très bien. Oui, le fait que ça sorte maintenant et qu'on puisse constater ça, ça fait une introduction à cette table ronde pour une évaluation qui favorise les soins. Donc vont intervenir tout d'abord François Journet, qui est psychiatre en libéral et membre du conseil d'administration du COMED, qui va nous faire des remarques sur les critères d'évaluation des troubles psychiatriques des étrangers malades. Puis Luc Surjoux, qui est psychiatre en libéral à Paris et qui a notamment, entre autres, co-dirigé un ouvrage sur l'évaluation des psychothérapies et qui s'intéresse et qui travaille beaucoup sur ce sujet, qui est accompagné donc de Vladimir Adrien, qui lui est psychiatre au Centre régional de psychotraumatisme Paris-Nord. Là, puis il y aura après l'intervention de Muriel Montagu, qui est psychologue, docteur en sociologie clinique et responsable du Centre France Fanon, CIMAD, devenir du trauma, replacer les événements dans une logique existentielle. Et oui, et donc Luc Surjoux nous dira que nous apprend l'évaluation des psychothérapies du traumatisme psychique, parce que effectivement, cette question que nous défendons de quels sont différents moyens de venir en aide et de traiter des personnes qui présentent ce type de troubles, fait débat et est souvent tout à fait caricaturé et stigmatisé et disqualifié. Voilà, je passe la parole à François. Bonjour. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites tout à l'heure, depuis l'introduction jusqu'à la table ronde, extrêmement riche cliniquement. Donc moi, je vais simplement faire quelques remarques, toutes simples, pour resituer, avant les interventions suivantes, qui seront beaucoup plus ciblées, et qui sont un peu le cœur de cette table ronde, le problème général que pose l'évaluation médicale des demandes de séjour pour soins de personnes en exil souffrant de pathologies psychiatriques. Je fais un tout petit rappel sur le collectif et l'évaluation médicale des étrangers malades, même si pas mal de choses ont été dites, donc je vais essayer de faire un petit peu court pour pas qu'on se répète sans arrêt les mêmes choses toute la journée, on va le savoir par cœur à la fin. Donc quand même, cette évaluation a été réalisée donc avant 2017 par les ARS, donc qui dépendent du ministère de la Santé, et depuis, c'est le service médical de l'OFII qui dépend du ministère de l'Intérieur. Ce changement de main donc a entraîné une réduction brutale d'avis positifs aux demandes d'étrangers malades, avec des conséquences graves sur la santé. Et c'est ce constat qui est à l'origine de notre collectif. Alors, petite remarque, donc il s'appelait collectif d'Azempsy, puis un changement de nom, pour un nom beaucoup plus compliqué à dire, mais qui se résume par COSAM. Donc vous pouvez être surpris, ceux qui suivent tout ça depuis très longtemps. C'est donc c'est le collectif qui a organisé les assises. Notre table ronde revient donc
sur le sujet fondateur du collectif, même si la journée vise plus largement aujourd'hui la santé mentale et les droits des personnes exilées. Donc, il faut savoir donc, que cette réduction d'avis positifs est nettement plus forte pour les troubles psychiques, surtout pour les traumas. Les chiffres étaient dits tout à l'heure. L'OFI expliquait que ces traumas, je cite, recoupent assez rarement les critères exigés sur le plan légal, susceptibles d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité en cas d'interruption de la prise en charge. Voilà, donc on avait dit tout à l'heure, les demandes pour troubles mentaux à la suite de cette première réduction ont diminué. La réduction a fait peur à tout le monde, et donc au départ c'était en première position parmi les motifs de santé, 2017-2018, et c'est passé aujourd'hui à la 5e position. 24% des pathologies en 2018 et 14% en 2023. Allez, on se rappelle que les demandes pour troubles mentaux avaient 33% d'avis positifs, contre 63%, ça c'est en 2023, pour 63% avis positifs pour toutes les maladies, pour toutes les demandes. Et 16% d'avis positifs pour les traumas, comme on avait dit tout à l'heure. Ça c'est à partir d'un échantillon fait en 2021 au niveau de l'OFI, sur 1500 dossiers. Bref, cette réduction d'avis positifs entraîne des refus de titre de séjour avec OQTF pour des personnes qui sont traumatisées. Elle aggrave leur précarité socio-juridique et économique, ce qui impacte leur pathologie et complique le soin. Donc il est indispensable de considérer ce contexte de non-reconnaissance et de précarité pour comprendre en fait ce qui se passe dans ces pathologies. Ce contexte appartient à la situation clinique globale, il oblige à adapter les soins et aussi la relation au patient, ce qui peut aller très loin. Face à cette situation, je rappelle que le collectif demande un retour de l'évaluation médicale au ministère de la Santé. Et pour commencer, parce qu'on n'est pas de doux rêveurs, on sait comment ça se passe, une évaluation juste qui reconnaisse la gravité réelle, la nécessité de poursuite des soins et l'impossibilité effective de traitement au pays d'origine, soit par les limites du système de santé, soit à cause des persécutions qui ont été vécues ou qui sont encore risquées dans ces pays. Aux assises, alors je fais un tout petit récapitulatif des activités extraordinaires du collectif, pour être très positif dans cette table ronde. Aux assises précédentes, on avait argumenté déjà cette juste évaluation en nous appuyant sur le fameux arrêté du 5 janvier 2017 du ministère de la Santé qui donne les orientations pour l'évaluation psy, avec ces 3 dimensions à considérer, super, la stabilité socio-familiale, la relation thérapeutique, le risque du retour au pays pour des personnes ayant subi des violences. On a vu les interventions du professeur Thierry Bobet sur le traumatisme complexe, les limites des standards thérapeutiques pour les traumas des exilés. Et puis, des membres du collectif ont produit des articles, des tribunes, dénonçant les critères, la conception clinique de l'OFI, qui écrasent les spécificités, comme, on l'avait dit tout à l'heure, la violence intentionnelle des traumas ou les effets de la précarité. En 2020 et 2021, on a fait une enquête, auquel vous avez peut-être participé, sur les situations vécues sur le terrain, qui montrait la grande variété des soins, la créativité, de soins adaptés et incarnés par des personnes impliquées dans ce contexte très difficile que vous connaissez. On a proposé aussi en 2022 un questionnaire sur l'autolimitation des intervenants pour soutenir des demandes étrangers malades face au mur de l'évaluation. Et puis, donc je cite encore, autour de l'activité du collectif, il y a eu des recherches faites sur l'impact des politiques, l'engagement dans le soin et pour les droits. Et par exemple, un mémoire de master de Maëlys Perrin, qui était sur les psychiatres et le droit au séjour aux soins, pratique de soins en contexte d'imbrication de problématiques médicales et politico-administratives. Et puis la thèse d'anthropologie de Léo Manac, éteindre le courage, une ethnographie du découragement dans la mobilisation pour le droit au séjour pour soins. Voilà. Je passe à 2 exemples en style télégraphique. On essaie d'aller assez vite pour tenir le temps. D'avis de OFI négatif. Michel vient d'Afrique subsaharienne. Il travaillait pour une multinationale avec un très bon revenu. Arrêté et torturé par la police sur une fausse accusation, emprisonné 8 mois, il survit dans des conditions atroces, viol répété, blessé par balle, affamé, malade, libéré par corruption, il a perdu 35 kilos, mutique, dépendant de drogue.
il fuit le pays immédiatement. Passer la frontière, hospitalisé et soigné pendant 2 mois, mais à ce moment-là, il est agressé, évite la mort d'extrême justesse. Il fuit de nouveau, dissociation haut de gamme, obligeant à l'enfermer. C'est les proches chez qui il s'était réfugié. Exfiltré en France, hospitalisé pour risque de suicide imminent. Puis, soins ambulatoires intensifs. Qu'est-ce que c'est? Psychotropes à bonne dose, traitement de substitution à la morphine, des suivis psy très investis par le patient et par les soignants. Chaque semaine, 2 entretiens avec une psychologue et une consultation d'1 heure avec le psychiatre, chaque semaine. Soutien avec le réseau, intervenant de la structure d'hébergement, là aussi très impliqué, avocats, etc. Rage, honte, désespoir le détruisent. Effort considérable pour survivre psychiquement, la gravité semble maximale. Il est débouté d'asile, malgré une avocate engagée et un dossier très solide. Choqué, il fait une demande étranger malade pour trauma et dépression. Avis OFII négatif, malgré l'explication très détaillée de sa situation et de l'impossibilité psychique et des risques aussi à revenir au pays. Ses proches sont persécutés, ils ont fui, on le cherche. La gravité est reconnue dans la vie OFII, très bien, mais les soins sont estimés possibles au pays. Aujourd'hui, il a disparu et on n'a absolument aucune nouvelle. Deuxième exemple, François vient d'Europe de l'Est, il tombe malade peu avant d'être débouté d'asile. Injonction hallucinatoire, une voix qui se moque de lui sans cesse, qui ricane, qui le défie, jette-toi par la fenêtre. Il résiste, il répond à cette voix. C'est l'enfer jour et nuit dans la petite chambre d'hôtel avec sa femme et leur fils de 2 ans. Un traitement neuroleptique lourd contient à peine ses troubles. Une hospitalisation est discutée sans cesse, mais différée, priorisant les liens qui tiennent à sa famille, à une association citoyenne qui est en permanence avec lui, et les soignants joignables à tout moment. Une première demande d'étranger malade obtient un avis favorable, mais pour 6 mois de traitement. Il n'aura jamais de titre de séjour à cause d'un problème à la préfecture, visiblement. Il doit faire une deuxième demande d'étranger malade. Deuxième avis, cette fois négatif. La gravité n'est plus reconnue pour le même tableau clinique avec un traitement qui a été augmenté. Le refus de titre avec OQTF est contesté avec succès au tribunal qui entend les éléments médicaux qu'on a transmis et qui va être confirmé en appel. Mais entre-temps, le TA avait demandé un réexamen par la préfecture de la situation, donc il est repassé à l'OFII et il a eu un nouvel avis négatif sur la gravité. Aujourd'hui, avenir incertain, ils sont tous les 3, sa famille, depuis 4 ans, dans la même petite chambre d'hôtel, avec leur petit garçon qui grandit. Bref, donc la question, c'est pourquoi reprendre encore aujourd'hui la critique de cette évaluation et mettre en question son indépendance? Donc, la réponse, parce que nous sommes les témoins, nous tous, de cette clinique et de souffrances qui sont aggravées par le déni d'une approche abstraite déshumanisante. Ces 2 exemples montrent l'écart de vue récurrent soignants et évaluateurs sur la gravité, sur l'accès effectif aux soins au pays d'origine, et sur le fait de considérer ou non l'histoire et la blessure traumatique pour juger de la possibilité d'un retour au pays. D'un côté, l'approche soignante reconnaît la situation clinique globale dans son contexte familial, socio-économique, juridique, et reconnaît l'importance des relations qui sont partagées entre le patient et toutes sortes d'acteurs médicaux et sociaux. Et c'est ça qui soutient la vitalité humaine. De l'autre côté, l'approche évaluatrice, elle coche les cases décisives de la vie médicale à partir de critères formels opposables, une hospitalisation comme critère exclusif de validation d'un véritable risque suicidaire, une amélioration clinique qu'il faut obtenir dans un délai standard, avec un traitement standard, sauf à disqualifier la prise en charge et la demande. Mais attention, si vous parlez d'amélioration, il y a risque que la gravité ne soit pas considérée, et donc il n'y a peut-être pas de nécessité d'un traitement. Alors, l'OFII expliquait cet écart de vue dans un rapport au Parlement pour la mission d'ASEM 2019. Il disait, phrase classique qu'on connaît maintenant, l'évaluation se doit de reposer avant tout sur la clinique médicale, sur des outils objectifs, quantitatifs et écologiques, et non sur l'émotion
ou le militantisme. Donc ça c'est une sentence qui est parfaite pour décrédibiliser le soignant, puisque celui-ci ne peut pas éviter son implication dans une relation thérapeutique, a priori. Il sera au mieux aveuglé par l'émotion clinique, ou au pire intoxiqué par l'obscurantisme militant. On retrouve ici un argument classique de lobbyiste. Le problème, c'est plus l'intérêt financier de l'entreprise, c'est l'affiliation idéologique du scientifique qui compte ses arguments. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement depuis assez longtemps, et particulièrement tout récemment avec les problèmes de Nutri-Score, où les lobbies agroalimentaires accusent les médecins qui mettent en cause ces histoires d'être très orientés idéologiquement. Donc, ici, plutôt que penser l'aspect vital d'une relation thérapeutique, donc c'est thérapeutique au sens très large, avec tout intervenant possible, et la place de l'émotion dans la réflexion clinique, qui à mon avis est très importante, on disqualifie la parole du soignant, tandis que l'évaluateur proclame son indépendance, qu'il prétend garantie par l'éthique et la déontologie médicale, qui par cette magie, amène l'indépendance, deux notions donc, qui sont étrangement oubliées par les soignants. En fait, cette évaluation médicale est encadrée par un discours peu déontologique. On se souvient donc des premiers rapports de l'OFI qui dénonçaient la fraude à longueur de page. On se rappelle que la fraude était quand même extrêmement faible. Aujourd'hui, ce sont les coûts qui font problème. L'aide médicale d'État, les passes qui coûtent cher, la couverture santé solidaire dont bénéficient les malades régularisés. Le droit des étrangers malades met en danger les finances publiques au profit d'étrangers venus profiter de soins gratuits en France sans même avoir contribué à l'effort national. En 2019, on nous expliquait que la rigueur de l'évaluation, c'était surtout pour lutter contre les fraudes, désarmerait les attaques contre le droit des étrangers malades. On ne pourrait pas critiquer quelque chose qui était aussi rigoureux. En janvier 2025, une proposition de loi supprimant le droit des étrangers malades a été présentée au Parlement. Lors des débats, Sacha Houlié, ex-député Renaissance, a dénoncé un lobbying assez intensif du directeur de l'OFI auprès de tous les parlementaires pour parvenir à cette même fin, c'est-à-dire l'abrogation de la carte de séjour temporaire pour étrangers malades. Donc on a l'organisme chargé de cette rigoureuse évaluation qui plaide aujourd'hui contre ce droit. Ces éléments extramédicaux montrent que l'évaluation médicale n'est pas isolée du monde politico-culturel actuel, comme le serait l'éprouvette dans le laboratoire scientifique. Mais en fait, même à ce niveau-là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est un vaste débat. Un tel discours situe la valeur et la fonction des arguments qui sont utilisés. Ceux déjà cités, hospitalisation, thérapie obligée, durée et efficacité du traitement, non-pertinence du social dans le psy, non-différenciation des traumas par violence intentionnelle, et puis on ajoute l'argument classique, la mise en doute des récits à cause de ce déclaratif qui fait douter de toute la psychiatrie, mais encore plus quand il s'agit des exilés. Ou aussi, il y avait la dénonciation de nos préjugés néocolonialistes à dévaloriser les performances des soignants locaux. Quant aux orientations du ministère de Santé qu'on a citées tout à l'heure, lien thérapeutique, stabilité socio-familiale, danger d'un retour au pays, elles ne sont pas plus considérées que les limites économiques des personnes pour accéder aux soins au pays, ou les liens entre état psychique et maltraitance administrative en France. Alors, donc la mise en cause de cette évaluation médicale peut sembler évidente aux personnes qui suivent vraiment des exilés, mais cette clinique me paraît s'inscrire dans un discours plus familier, qui est plus large dans la psychiatrie et dans toute la société, faisant la promotion d'une psychiatrie positive, maîtrisant parfaitement son objet, d'autant plus convaincante qu'elle est compatible avec ou produite par les idéaux de performance ou de résilience de la société individualiste moderne. Donc je crois utile de rappeler quand même que la psychiatrie et les psychothérapies font l'objet de controverses où interviennent des sources de connaissances multiples, des sciences humaines et sociales, des sciences biologiques, des neurosciences, en dialogue avec les pratiques concrètes. Donc on peut citer, si vous connaissez les travaux d'Alain Ehrenberg, avec ses ouvrages connus, La fatigue d'être soi, La société du malaise, La mécanique des passions, qui montrent combien l'évolution des références sociales influe sur les conceptions et pratiques du soin psychique. Ou aussi les travaux du neuroscientifique François Gonon, qui a écrit donc, Neurosciences, un discours néolibéral, qui souligne comment sont surestimées les performances de la biologie appliquée à la psychiatrie au détriment d'une psychiatrie de la relation. Donc je crains que la clinique
qui inspire cette évaluation, aussi décalée soit-elle des contextes de précarité et des traumatismes multiples des exilés, puisse tirer une force de conviction de ce discours psychiatrique idéalisé. Le risque serait alors d'embarquer des juges dans cette vision où les soignants qui décrivent une réalité moins glorieuse seraient des baratineurs ou des incompétents. Il y a peut-être, à mon avis, aussi le risque de fragiliser des intervenants qui peuvent être troublés par ces choses implacables, assurées, donc des intervenants qui font face aux côtés des exilés, au choc des murs successifs, au sentiment de folie inhérent aux échecs et malheurs répétés, qui nourrissent les vécus de malédiction, en particulier des patients, et ça peut s'étendre à ceux qui les accompagnent, je pense. Je termine. Donc l'évaluation psychiatrique des étrangers malades baigne dans un champ sociopolitique, nourri de références générales qui ne reconnaissent pas le monde réel de nombre d'exilés souffrant de graves troubles psychiques. Au cœur du soin, il y a des relations humaines, incarnées par toutes sortes de personnes, du soin, du social, du juridique, les avocats aussi, les juristes, des relations donc, qui sont travaillées dans la durée, avec l'apport de sciences critiques et de pratiques réflexives. C'est justement ce que vont nous apporter les interventions de Luc Surjoux et Vladimir Adrien et de Muriel Montagu. Merci. Merci François pour cette contextualisation très très claire et argumentée. Je rajouterai un détail qui n'en est pas un. Je me rappelle qu'en 2016, quand les syndicats de psychiatres notamment avaient interpellé le Conseil de l'ordre des médecins sur le problème que vous pouvez représenter une évaluation par des médecins reliés au ministère de l'Intérieur, la réponse avait été: il n'y a aucun problème puisque la déontologie médicale c'était même pas protège, mais fait que les médecins sont toujours totalement impartiaux. Et donc le contexte n'a aucune importance en matière scientifique, ce qui va tout à fait... Voilà. Donc je passe la parole à Luc Surjoux pour que nous apprend l'évaluation des psychothérapies du traumatisme psychique. Bonjour, merci beaucoup déjà aux organisateurs de cette journée, en particulier François Journet de nous avoir invités. Et donc je m'exprime là au nom d'un petit groupe de jeunes psychiatres, et dont Vladimir Adrien ici présent. Et donc moi je suis psychiatre donc d'exercice libéral et je m'intéresse à l'évaluation des psychothérapies. Et Adrien est plus connaisseur des questions autour des soins des migrants, enfin des demandeurs d'asile, puisque donc tu es psychiatre au Centre régional de psychotrauma et à l'hôpital Avicenne. Voilà. Et donc du coup François m'avait interpellé sur la question du décalage, du fameux rapport de l'OFI. Alors moi, je me suis appuyé sur le précédent, qui soulignait un décalage entre les pratiques effectives et les pratiques recommandées scientifiquement pour la prise en soin du PTSD. Voilà. Et donc, en particulier, les recommandations internationales, qui sont en général anglo-saxonnes et américaines, recommanderaient des protocoles de thérapie cognitive et comportementale, donc de TCC, et de l'EMDR. Donc l'EMDR, certainement, vous en avez déjà entendu parler. C'est une thérapie du traumatisme psychique qui est basée sur à la fois des mouvements oculaires horizontaux et sur l'exposition aux souvenirs du traumatisme. C'est-à-dire qu'on enjoint la personne à raconter son histoire. Voilà, ce qui est en fait, on va en reparler, mais c'est présent dans beaucoup de thérapies du traumatisme psychique. Voilà. Alors, je m'aperçois que c'est vrai qu'il aurait fallu, ce que je ne vais pas faire, c'est quand même toute une contextualisation sur le concept de PTSD, dont moi je ne suis pas du tout expert, mais parce que c'est vrai que c'est un drôle de concept qui a une histoire particulière et militante, puisque c'est, je crois, en lien avec les militaires vétérans américains du Vietnam. Bon, certainement des gens plus experts. Mais du coup, moi je m'intéresse, on va s'intéresser plutôt à la partie après sur les traitements. Voilà. Donc en fait, il y a, avec le rapport de l'OFI, il y a un problème très classique au sujet des psychothérapies. C'est l'utilisation, voire l'instrumentalisation des résultats scientifiques de l'évaluation des psychothérapies afin de discréditer une approche et d'en promouvoir une autre. Donc ça, ça fait 30 ans au moins, que même plus, en fait, on va le voir qu'il y a ce type de lecture de ces résultats. Et en général, on attaque les psychothérapies psychanalytiques et on promeut les TCC. Et il y a aussi un problème plus spécifique à l'OFI et aux questions des soins des demandeurs d'asile, dont on a beaucoup parlé.
c'est le fait que l'existence d'un traitement à l'efficacité scientifiquement avérée du traumatisme psychique, inaccessible dans le pays d'origine, soit un argument déterminant dans l'avis de l'OFII pour l'attribution du statut de réfugié. Voilà, donc d'abord, on va commencer par présenter les grandes lignes des débats sur l'évaluation des psychothérapies, et puis ensuite montrer les conséquences s'agissant des soins aux demandeurs d'asile. Alors, bon, c'est un très vieux débat, puisqu'en fait, la question de l'efficacité des traitements non médicamenteux en psychiatrie, on en retrouve les traces dès la naissance de la psychiatrie moderne, donc à la fin du XVIIIe siècle en France, avec l'efficacité de ce qu'on appelle à l'époque le traitement moral, et est-ce qu'il est plus efficace qu'une prise en charge religieuse, en fait. Voilà. Et déjà, à l'époque, on utilise les statistiques. Un siècle plus tard, avec Freud, donc qui, vraiment, on pourrait dire, fait naître la psychothérapie dans sa forme moderne avec la psychanalyse, c'est-à-dire vraiment pour tout le monde. Avant, la psychiatrie, c'était quand même surtout pour les malades mentaux sévères. Et ben, avec Freud se pose aussi la question de l'efficacité de la psychanalyse par rapport à celle de l'hypnose et aussi de la question de preuves statistiques d'efficacité. Mais sans nul doute, la forme moderne du débat date de l'après-guerre avec les travaux d'un psychologue d'origine allemande qui s'appelle Hans Eysenck, qui est réfugié pour le coup aussi à Londres pendant la guerre, et qui après-guerre en fait va beaucoup travailler sur finalement sur l'efficacité des psychothérapies. L'autre élément important, c'est ce qu'on appelle, c'est en fait la hiérarchisation des preuves statistiques, c'est-à-dire toute la mise en avant des preuves statistiques dans l'après-guerre et qui a conduit au paradigme actuel en médecine qu'on appelle l'evidence-based medicine. Voilà. Alors d'abord, Hans Eysenck, dont je parlais, immigré à Londres, en fait, c'est le premier à faire une étude clinique. En fait, il fait une revue de la littérature des différentes psychothérapies. Et il montre dans sa première revue que la psychanalyse, ça marche moins bien qu'un suivi par un médecin généraliste. Donc c'est dangereux. Voilà. Et les psychothérapies éclectiques, c'est-à-dire pas très claires, sont un peu moins dangereuses. Et ce qui marcherait le mieux, ça c'est dans un autre article, c'est les thérapies basées sur l'apprentissage. Donc c'est l'ancêtre des thérapies comportementales actuelles. Voilà. Eysenck, c'est un personnage très controversé parce qu'il a tenu des thèses racialistes, mais c'est l'auteur le plus cité sur la question de l'évaluation des psychothérapies encore aujourd'hui, alors que les résultats en fait ont été largement démentis, parce qu'en fait il a introduit deux questions incontournables qui en fait structurent le champ des psychothérapies. C'est est-ce que la psychothérapie en général est efficace ? Donc lui il dit pas forcément, parce que ça marche moins bien souvent que le généraliste. Et est-ce qu'il y a des psychothérapies plus efficaces que d'autres ? Et lui il disait oui. Voilà. Alors, ces travaux ont connu une grande influence parce qu'ils s'intègrent donc dans une évolution majeure de la médecine de l'après-guerre qui a abouti à ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Et l'evidence-based medicine, l'une de ses caractéristiques, c'est de proposer une hiérarchie des critères de preuve en recherche médicale qui, donc, en fait, met à l'honneur la preuve statistique d'efficacité. C'est-à-dire qu'un médicament, un soin, est jugé efficace si on peut le prouver en mesurant son action sur des patients, ce qui paraît pas choquant du tout, en vérité. En pratique, du coup, on est très sensible, les autorités de santé sont très sensibles à ce qu'on appelle les essais randomisés contrôlés, dans lesquels on prend, par exemple, 2 groupes de patients tirés au sort, auxquels on attribue de manière aussi aléatoire des traitements, un traitement actif et un traitement comparateur qui peut être un placebo donc inerte à l'insu des patients, ce qu'on appelle l'aveugle, et on voit lesquels bénéficient le plus du traitement sur la base donc d'une analyse statistique. Et c'est quand même, je dois dire, très précieux comme méthodologie puisque ça permet de corriger les biais liés à l'autorité et à la subjectivité du chercheur. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire que quand on est très célèbre, voilà, je sais que ça marche, donc croyez-moi. Voilà. Dans le champ de la psychiatrie, toutes ces évolutions et les questions posées par Eysenck vont induire la multiplication d'essais cliniques d'évaluation des psychothérapies et des psychotropes. Et en fait, les Américains, les psychologues américains ont très très peur de disparaître parce que les psychotropes sont évalués et on prouve que ça marche. Donc les psychologues américains vont vraiment faire l'effort de se mettre au niveau méthodologique d'évaluation des psychothérapies. Et en fait, désormais, on a besoin d'essais cliniques et c'est plus l'autorité morale ou intellectuelle, par exemple, des textes de Sigmund Freud qui jusque-là faisait autorité, elle est plus suffisante en fin de compte.
Et donc les TCC, sous l'impulsion d'un auteur extrêmement important américain qui s'appelle Aaron Beck, qui est à l'origine du tournant cognitiviste, ce qu'on appelle la seconde vague en TCC, vont surfer sur cette vague en proposant des protocoles psychothérapeutiques faciles à évaluer. Et en fait, ils vont vraiment rencontrer les attentes sociétales autour d'une évaluation chiffrée de l'action des psychothérapies. Voilà, donc on va pouvoir faire des études où on prend 100 personnes déprimées, traitées par TCC, et 100 autres traitées par rien. Et là, il y a tout un champ extrêmement compliqué, c'est que souvent les comparateurs vont être jugés par les critiques de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'en fait, souvent les comparateurs, ça va être par exemple la lecture de la Bible aux États-Unis, et on va dire c'est une thérapie psychanalytique, ce qui était complètement farfelu. Donc ça, c'est les débats des années, on va dire 80-90. Nous sommes héritiers de ce contexte en France, et on entend régulièrement que les TCC ont un fondement scientifique et sont efficaces, contrairement à la psychanalyse, aux psychothérapies psychanalytiques. A l'inverse, on entend un discours très critique vis-à-vis de l'évaluation des psychothérapies, présenté comme une tentative néolibérale de protocoliser systématiquement les pratiques de soins, ou comme menaçant de gommer la subjectivité et la singularité du patient. Alors, il est clair que cette évaluation est très limitée par les critères objectifs qu'elle promeut. Néanmoins, il y a eu d'importantes controverses et progrès méthodologiques qui ont été réalisés en fait en 50 ans, on pourrait dire, et certains résultats paraissent désormais robustes au point d'être revendiqués par des psychothérapeutes d'approches différentes. Et là, c'est vrai que depuis 5-6 ans, il y a beaucoup de livres écrits et d'articles écrits par des psychothérapeutes, en particulier psychanalystes, sur le fait que finalement, maintenant, on a la preuve que la psychanalyse marche aussi bien que le reste. Voilà, donc, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de honte, et finalement, on a oublié un peu à quel point on jugeait scandaleuse l'évaluation des psychothérapies quand ça a montré que ça marchait pour notre soin. Et donc, en particulier, maintenant, on peut répondre aux questions d'Eysenck. Donc d'une part, est-ce que la psychothérapie en général marche? Donc Eysenck qui disait que non, et en fait, maintenant on sait que si. Voilà. Ça marche, et ça marche même plutôt bien. Ça marche mieux que beaucoup de médicaments en médecine, puisque ça a une taille d'effet, en général sur les troubles psychiques, entre moyenne et forte. Donc voilà, c'est des subtilités statistiques, mais ce qui rend en fait tout à fait notable cette efficacité. Par ailleurs, concernant les différences d'efficacité entre traitements, qui est un sujet très épineux, il y a de nombreuses études de très grande qualité méthodologique qui sont venues remettre en question la supériorité et l'efficacité des TCC comme approche scientifiquement valide sur les autres psychothérapies, au point que l'American Psychological Association, récemment, donc estimé dans un espèce de rapport de consensus, je cite, « Contrairement aux grandes différences de résultats entre les personnes traitées par psychothérapie et celles qui ne le sont pas, les différentes formes de psychothérapie produisent généralement des résultats relativement similaires. » Donc là, c'est en fait un contre-pied total par rapport au débat d'après Eysenck, où en fait on reconnaît à la fois que les psychothérapies en général sont efficaces et qu'il y a très peu de différence entre les différentes psychothérapies. Voilà. Et il y a un certain nombre d'experts mondialement réputés qui même disent que ces questions n'ont plus d'intérêt scientifique en fait. Bon, pour d'autres quand même, le débat reste ouvert, mais en tout cas aujourd'hui, en psychiatrie ou en psychologie, c'est quand même très difficile de soutenir que les TCC sont efficaces et les autres psychothérapies ne le sont pas. Et en particulier en France, les soins pour les demandeurs d'asile sont souvent, je pense, d'orientation analytique, parce que c'est encore aujourd'hui la formation principale en fac de psycho. Voilà. Alors, j'en arrive un peu plus au PTSD. Donc, le PTSD, c'est une maladie chronique survenant dans les suites d'un ou plusieurs événements traumatiques, qui comprend donc une série de symptômes invalidants, comme les symptômes d'intrusion, flashback, cauchemar, l'hypervigilance, crise d'angoisse, sursaut, état d'alerte permanent, distorsion sensorielle, l'évitement, impossibilité de faire face, contournement des situations qui pourraient déclencher l'intrusion ou une retraumatisation, des symptômes cognitifs. Et il y a d'autres symptômes qui sont quasiment systématiques chez les personnes migrantes, comme la dissociation, les troubles à symptomatologie somatique, la dysrégulation émotionnelle, et ces symptômes caractérisent ce qu'on appelle le PTSD complexe. Voilà. Alors, que peut-on dire sur l'efficacité des psychothérapies dans le PTSD? Déjà, première question d'Eysenck, c'est que les psychothérapies sont utiles dans le PTSD, et même très utiles, puisque dans les guidelines américaines, elles sont en général citées en première ligne, avant les antidépresseurs, ou au même niveau que les antidépresseurs. Donc c'est un soin incontournable du PTSD. D'autre part, comme dans les autres maladies mentales, les TCC et le MDR
sont les approches les plus testées et de très très loin. Là, je regardais, il y a facilement 10 fois plus de sujets inclus au total et sur lesquels on a testé ces soins. Ce qui quand même en fait explique pourquoi est-ce que on va dire que ce sont les traitements de référence, parce qu'ils ont été beaucoup plus testés. Mais le hic, alors il y en a plusieurs. Déjà, il y a la question du PTSD simple et complexe. Ça a été énormément étudié sur le PTSD simple. Or, le PTSD complexe qui concerne les migrants tend, me disait Vladimir, à s'imposer dans les classifications internationales. Or, aux USA, ils n'en sont pas encore là. Donc, finalement, le fait que les TCC et le MDR aient été plus testés trouve là une limite. Ensuite, le fait que ça ait été plus testé, ça j'y reviens dans un instant. Non. En fait, ce que ça montre surtout, c'est que, et contrairement à ce que fait l'OFI, il faut s'intéresser aux débats généraux sur l'efficacité de la psychothérapie, et pas juste sur le PTSD. Et c'est justement le sens de mon intervention. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on se concentre uniquement sur le PTSD, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu massif dans les effectifs pour lesquels on a mobilisé le MDR, et par rapport aux psychothérapies psychanalytiques qui sont utilisées en France. Mais en fait, c'est tout à fait trompeur, parce que dans l'ensemble, on a des résultats beaucoup plus parlants. Bon, quand on regarde le détail, en vérité, même avec ces quelques études, eh bien, en fait, les résultats, comme dans le reste des problèmes de santé mentale et de psychothérapie, c'est que les psychothérapies sont aussi efficaces les unes que les autres. Il y a parfois des très légères différences d'effets, et en général, c'est entre TCC avec les meilleurs experts versus relaxation. Donc, si vous voulez, c'est quand même des traitements qui sont plus ou moins de bonne foi. Et ces différences d'efficacité s'annulent avec le temps, sachant que dans tous les cas, le traitement psychothérapeutique est beaucoup plus efficace que l'absence de traitement. Donc, en fait, on se focalise sur des différences d'efficacité qui sont mineures et qui sont en fait assez négligeables par rapport à ce qu'on sait par ailleurs sur l'importance de la relation thérapeutique. C'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre une psychothérapie avec un lien de confiance et de qualité qu'on appelle l'alliance thérapeutique, telle qu'on peut le mesurer par des entretiens et des questionnaires, et une psychothérapie dans laquelle il n'y a pas ce lien thérapeutique. Et en fait, c'est ça le facteur déterminant, c'est pas du tout la technique utilisée. Voilà. Voilà. Alors, je reviens rapidement sur le MDR qui fait souvent débat. Bon, donc déjà, le MDR est reconnu, est pointé par la Midiluve comme dérive sectaire potentielle, parce qu'il y a des formations qui sont très expéditives où ils disent, voilà, parfois c'est très impressionnant le MDR, les promoteurs disent, voilà, c'est comme la mécanique quantique, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas convaincre les anciens avant la mécanique quantique, il a fallu qu'ils disparaissent pour que ça s'impose. C'est tellement révolutionnaire. Voilà, donc c'est vrai que c'est un discours très étonnant, surtout que les preuves en fait sont assez limitées. Le MDR, là, il y a quand même une remise en question régulière de l'utilité des fameux mouvements oculaires, qui pourtant sont censés reprogrammer le cerveau. Par ailleurs, dans des études assez précises sur chez quelles personnes c'est efficace, il semble que le MDR soit pas finalement le plus efficace chez les patients complexes, réellement. C'est quand même très violent et ça peut faire partir les gens. Et en fait, il semble que c'est moins efficace quand les gens sont migrants, bon, il y a une étude qui le dit, enfin demandeurs d'asile, sont vétérans de guerre, c'est quand même très problématique aussi, parce que c'était pas conçu pour eux. Et troisièmement, alors ça c'est une preuve plus forte, sont non employés, n'ont pas de boulot. Donc en général, les gens non employés, ça marcherait moins bien que chez les gens employés. Donc globalement, le MDR fonctionne, ça semble quand même sur les patients les plus légers, les plus insérés. Voilà. Bon. Donc en définitive, voilà, il faut réinsérer les débats et l'avis de l'OFI dans les débats spécifiques autour de l'évaluation des psychothérapies, et on ne peut certainement pas considérer qu'il y a des psychothérapies aujourd'hui qui relèveraient d'une thérapie innovante, scientifiquement prouvée, comme une chimiothérapie ou la dialyse. Ce n'est pas du tout comparable à ça. Voilà. En fait, implicitement, il y a un gros problème autour de ce qu'est une psychothérapie. Et jusque-là, j'ai cité des études qui font comme si la psychothérapie était un médicament. C'est-à-dire qu'il y aurait dans chaque approche psychothérapeutique une technique qui est efficace sur le mécanisme psychologique du patient. Voilà. Donc pour le MDR, bouger les yeux, ça agirait sur le cerveau là où ça ne fonctionne pas. Je le dis un peu de manière triviale parce que c'est très contesté. Mais il y a également l'exposition, ça pour le coup c'est vraiment des débats très importants. Est-ce que le fait de demander à quelqu'un de raconter son traumatisme lui fait du bien ? Bon, certaines approches disent oui, d'autres disent non.
En psychanalyse, on considère que l'association libre, ça a une valeur positive en soi. On considère aussi qu'une forme de sobriété thérapeutique, c'est bon pour la personne. Voilà, Donc c'est-à-dire que si vous voulez, il y a des éléments techniques qui agissent sur le mécanisme, malgré, on pourrait dire, ce que dirait la personne, malgré le discours immédiat. Or, l'idée d'une telle action intrinsèque de la technique est fortement remise en question par les travaux d'un chercheur américain qui est absolument majeur dans le sujet. C'est un monsieur qui s'appelle Bruce Van Pold, qui est psychologue et mathématicien dans le Wisconsin, et qui a 75 ans aujourd'hui, qui a en fait eu un rôle extrêmement important dans justement la mise en avant du verdict d'efficacité, d'équivalence de l'efficacité des psychothérapies. Et lui, il va plus loin, parce qu'il va même en disant que en fait, les psychothérapies ne fonctionnent pas du tout comme elles prétendent le faire, c'est-à-dire en agissant sur certaines zones occultes du fonctionnement cérébral ou psychologique. Alors, parmi les preuves qu'il a mobilisées, il y a la question, en fait, alors lui, il s'appuie uniquement sur des preuves statistiques, justement. Il y a la question des dismantle studies. Ce sont les études de démantèlement qui disent, voilà, les TCC nous disent qu'il faut de l'exposition et de la restructuration cognitive. Et qu'est-ce qui se passe si on enlève un des pans du programme thérapeutique? Est-ce que c'est moins efficace que quand il y a le programme thérapeutique, la psychothérapie dans son ensemble? Voilà. Ça peut paraître un peu abstrait, mais en vérité, c'est, pour un praticien TCC, c'est tout à fait concevable d'enlever en fait une partie. Et en fait, évidemment, ça marche aussi bien quand on enlève une partie du protocole, y compris une partie qui est censée être critique dans le protocole. Et là, avec des très très forts niveaux de preuve. En ce qui concerne le PTSD en particulier, Bruce Van Pold, il a été fortement impliqué dans une controverse, on pourrait dire, autour de la Prison-Centered Therapy. La Prison-Centered Therapy, c'est une thérapie qui en fait a été conçue pour être dénuée d'éléments d'exposition au psychotrauma. C'est-à-dire que la personne, si elle se met à parler de son traumatisme, le thérapeute lui dit on a dit qu'on ne pouvait pas parler de traumatisme, donc on va parler de quand vous promenez votre chien. Voilà. Donc c'est basé autour plutôt d'une approche motivationnelle. Le but de la Prison Centered Therapy, c'était de servir, de faire valoir au protocole de TCC, mais d'un faire valoir qui soit quand même crédible. Et en fait, il s'avère que la Prison Centered Therapy marche. Alors, initialement, en première étude de Van Pold, ça marchait aussi bien que la thérapie de référence. Ça marche peut-être un peu moins bien, mais si le temps dure, en fait, ça marche aussi bien. C'est-à-dire ça marche moins bien à temps zéro de la fin du traitement, mais sur 6 mois, 12 mois, 18 mois, en fait, on a la même... Combien de temps il me reste ? Quelques minutes. Bon, finalement, ça marche aussi bien. Voilà. Alors, attendez, du coup, c'est vrai que je me suis... Oui, mais bien entendu, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on ne pourrait justifier l'utilisation d'une technique psychothérapeutique par une confiance dans une technique standardisée ou une théorie psychologique l'indiquant comme bénéfique aux traumatisés. Au contraire, exposer un patient aux événements traumatiques de son histoire, solliciter son récit, impose tact et mesure et de juger qu'il s'agit du bon moment. Sur ce point, le MDR est régulièrement pointé comme exposant trop précocement et trop massivement les patients à leurs souvenirs traumatiques. Notre propos vise simplement à faire état de l'importance cardinale du lien thérapeutique. Nous pensons ici au cas d'une patiente de Vladimir dont le bébé s'est noyé en Méditerranée, qui évite l'eau jusqu'à manquer d'hygiène corporelle. Devant un tableau clinique aussi massif, il est évident que la remémoration en séance du vécu traumatique n'est thérapeutique qu'à la condition d'être supportable, vécu comme bienfaisant pour la patiente, ce qui exige un lien de qualité. Voilà. La technique n'a de sens que rapportée au lien, puisque la technique en fait est toujours brutale pour le patient. C'est uniquement sous condition que le lien l'amène et comme étant bienfaisant. Voilà. Alors, je saute un petit peu quelques passages pour arriver du coup au paragraphe conclusif. La psychothérapie doit-elle s'assumer comme une pratique éthique ? Il existe donc de solides arguments pour suggérer que nous faisons fausse route en tentant de standardiser la pratique de la psychothérapie et de fétichiser certaines postures considérées comme des techniques efficaces en elles-mêmes. Ces difficultés renvoient au constat de Georges Canguilhem, philosophe, médecin, résistant, qui notait en 1958 que l'efficacité du soin psychologique était controversée, car n'étant pas l'application d'une science. Il s'agissait déjà alors de tempérer les ambitions scientifiques de psychologues et de rappeler que, selon ses vues, si un traitement psychologique est possible, il ne consiste pas en l'application technique d'une science psychologique qui se donne l'esprit du patient comme un objet dont on manipule les mécanismes. Au contraire, le traitement psychologique repose sur la promotion de l'individu comme digne et libre au sein d'une société,
qu'il s'agit d'aider à se libérer du joug des symptômes. Ceux-ci, comme les cauchemars traumatiques, peuvent avoir l'allure d'un engrenage infernal. La psychothérapie serait avant tout la défense de ce qui est libre, plus qu'automatique chez l'individu. Ce n'est pas une action mécanique à l'individu du patient via une technique psychologique scientifique. L'OFI se trompe donc à deux niveaux, à la fois en laissant penser que certaines psychothérapies ont un statut scientifique de référence et une efficacité supérieure à d'autres, ce qui est très discutable, et d'autre part plus profondément en laissant entendre que la psychothérapie résiderait dans la délivrance de techniques psychologiques sur un patient passif, alors qu'avant d'être une pratique technique, la psychothérapie est une pratique éthique. Alors, je précise simplement quelque chose par rapport à Vladimir, pour lequel on a beaucoup discuté, comme j'ai un petit peu modifié. Vladimir, tu tenais à insister que l'exposition est souvent extrêmement importante dans la psychothérapie, mais il faut le faire au bon moment. Voilà, ça c'est bien dit. Voilà, je vous remercie. Merci pour cet exposé que je trouve lumineux. Et puis on pourra tout à fait revenir dans le temps de discussion. C'est aussi à ça que sert le temps d'intervention précis pour pouvoir discuter après. Ça me fait juste penser à quelque chose très rapidement. Moi, et je n'étais pas la seule avec mon équipe, on avait souvent l'impression de rien faire avec nos patients, qui nous remerciaient chaleureusement pour la plupart d'entre eux au bout de X années ou mois, en disant mais si, c'est très très important. Je trouve que ça illustre tout à fait l'histoire, ce que vous dites du lien thérapeutique. Voilà, ça m'a traversé l'esprit en vous écoutant. Je passe la parole du coup à Muriel Montagu. Devenir du trauma, replacer les événements dans une logique existentielle. Merci. Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, et en tant que responsable d'un centre de soins spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation d'exil, c'est vrai que j'adorerais qu'on ait des protocoles standards, qu'on ait avec d'autres centres comme le centre Primo Levi, comme Ethnotopie, Osiris, qu'on puisse avoir des protocoles sur lesquels s'appuyer et savoir exactement quoi faire et comment le faire, avec des grilles d'évaluation pour savoir si vraiment ce qu'on met en place, c'est pertinent ou pas. Mais la clinique de l'exil se prête assez mal à ce genre de protocole standardisé, puis je pense que la clinique, peut-être tout court. Pourtant, quand j'échange justement avec des pairs et des cliniciens des différentes structures et lieux de soins, je me rends compte qu'on a véritablement une pratique clinique commune. Et au-delà de nos référentiels théoriques qui peuvent être différents, celui de la clinique de l'exil, celui de la psychanalyse, qu'on utilise le MDR ou pas dans certaines situations, des thérapies spécifiques, reconsolidation, IVC, etc. Thérapie des schémas, bon, peu importe en fait. Et je crois que ces assises, c'est aussi l'occasion de se redire ça, qu'il y a une évidence dans notre pratique commune autour des personnes en situation d'exil. Ce qui fait évidence, c'est la dimension pluridisciplinaire indispensable à l'accompagnement psychique, mais au-delà, l'importance d'adapter aussi notre accompagnement à la singularité des personnes. Des années de navigation dans cette clinique m'ont montré que l'idéal de soins, au fond, était de placer le patient au cœur du dispositif et de lui laisser la possibilité de s'en saisir exactement comme il le souhaitait. Au-delà des espaces d'accompagnement individuel, alors pluridisciplinaires de préférence, peuvent s'articuler des espaces de groupe avec des fonctions qui peuvent être très différentes, comme des fonctions d'étayage social, des fonctions de témoignage, et puis de partage d'expériences à travers la parole, bien sûr, mais aussi l'art-thérapie, la danse, la médiation, le photolangage, etc. Et le corps est souvent le grand oublié de nos espaces thérapeutiques, alors que des séances de soins comme la kiné, l'ostéopathie peuvent être extrêmement aidants pour les corps douloureux, mais aussi des espaces comme la relaxation, la méditation, qui vont être très complémentaires de ce qu'on peut mettre en œuvre dans les espaces classiques d'accompagnement par la parole. Sur le centre Frantz Fanon, on a expérimenté la pratique de la plongée avec des personnes qui avaient des traumatismes en mer, et c'était absolument
passionnant dans l'accompagnement, ou la mise en mouvement. Également, on travaille avec le psychodrame. Alors, je ne vais pas vous parler du psychodrame ici, mais peut-être à la pause, parce que j'aurais peur là, de dépasser mon temps de parole. C'est une technique thérapeutique extrêmement intéressante qui vise à favoriser, via le mouvement des corps, par le jeu dramatique, la relance de la spontanéité chez les patients. Et puis la narration de soi, l'ouverture des champs des possibles. Donc rendez-vous après si vous voulez en savoir plus. Et c'est l'ensemble de ces actions et la façon dont les patients vont s'y inscrire qui va véritablement constituer le soin. Donc mettre le focus sur une thérapie plutôt qu'une autre, en la sortant du contexte spécifique de rencontre clinique qui l'a rendue efficiente, est tout à fait un non-sens, et en ce sens, je vous rejoins. Et il serait bien plus pertinent de parler d'un parcours de soins dans lequel l'alliance thérapeutique va être tout à fait centrale. Alors vous voyez que cela questionne sur la possibilité d'évaluer nos thérapies, mais s'interroger sur la pertinence de ce que l'on met en place, cela reste une véritable question. Et pour tout dire, c'est une question qui s'est posée d'emblée quand j'ai commencé en tant que clinicienne, et puis que des personnes que je rencontrais dans un CADA à Chartres venaient avec des problématiques que je n'avais pas rencontrées ailleurs, des femmes qui me présentaient des enfants issus de viols ou des hommes, des femmes qui avaient été torturés. Et au fond, je me demandais, est-ce qu'il est possible de se relever véritablement de ce genre de violence? Et au cœur de mon questionnement se trouve ce que m'a toujours suscité la lecture de cet article de Primo Levi, l'intellectuel à Auschwitz, texte dans lequel il interroge le vécu de Jean Améry. Jean Améry, c'est un écrivain autrichien qui avait connu la torture au fort de Brindonk en 1943, puis qui a été déporté à Auschwitz, et qui, à la sortie des camps, va expliquer que la seule alternative après la torture, c'est le suicide. Il dit « Qui a été torturé reste torturé. Qui a subi le supplice ne pourra plus jamais vivre dans le monde comme dans son milieu naturel. L'abomination de l'anéantissement ne s'éteint jamais. La confiance dans l'humanité, déjà entamée dès la première gifle reçue, puis démolie par la torture, ne se réacquiert plus. » Et Primo Levi, qui a fait de sa démarche de témoignage, et plus généralement de sa vie dans ce texte et puis dans de nombreux autres, l'alternative possible au suicide après les camps, va mettre en question cette posture. Jean Améry va finir par se suicider, en 87, Primo Levi également. Et le destin croisé de ces deux hommes laisse véritablement une question en suspens. Est-ce que l'issue de cet acharnement à vivre est inéluctable? Et il se peut qu'elle le soit. Il se peut que nul témoignage, nul accompagnement psychothérapeutique ne puisse véritablement contrecarrer ce désir de mort qui insidieusement va s'immiscer chez les êtres lorsqu'ils ont été attaqués dans leur intimité d'une manière extrêmement profonde. Mais est-ce que cela serait une raison suffisante pour ne rien tenter? Nous, en tant que cliniciens, en tant que psychothérapeutes, en tant qu'aidants, en tant que témoins. Donc, pour répondre à cette question-là, et pas seulement, en tout cas, c'était un des fils qui me tenait. J'ai commencé une thèse il y a déjà quelques années. Je l'ai commencée en psychanalyse, je l'ai terminée en sociologie clinique parce qu'il me semblait important de réinscrire la dimension sociopolitique dans l'accompagnement que je faisais. Parce que la torture, même si elle est le fait de violences politiques, elle est souvent appréhendée dans les écrits en psychologie sous le seul jour de ses conséquences psychiques. Et c'est problématique quand on pense aux mots, par exemple, de Jean-Claude Métro, un psychiatre suisse, qui dit que les symptômes que l'on manifeste après la torture sont une réaction normale face à une situation sociale anormale. Donc c'était très important pour moi d'intégrer cette dimension sociopolitique. Et une partie de cette thèse, alors une toute petite partie, mais elle consistait à retrouver des anciens patients que j'avais suivis des années auparavant en thérapie,
et souvent plusieurs années, pour tenter de comprendre ce qui leur restait de ces violences et de quelle manière ça s'était déposé au fil des ans en eux. Qu'est-ce qu'ils en avaient fait? J'ai contacté 8 anciens patients, et j'ai choisi de retrouver des personnes avec qui, en fin de thérapie, ça allait vraiment bien. Il y avait vraiment eu un chemin parcouru intéressant, un chemin de reconstruction avec une vraie amélioration sur tous les plans. Certains allaient retrouver leur famille. Ils se tenaient tous dans de très bonnes dispositions. Ils étaient plutôt confiants dans l'avenir. Toutes les manifestations symptomatologiques qu'on connaît, qui peuvent être très invalidantes, avaient disparu. Donc on était vraiment dans quelque chose d'assez optimiste. Et ce qui m'intéressait dans cette recherche, ce n'était pas de faire un recensement des symptômes qui restent 10-15 ans après l'effet de violence et après un travail thérapeutique. D'ailleurs, j'ai fait passer aucune grille d'évaluation des traces du trauma. Ça ne me semblait pas très pertinent. Par contre, c'était d'observer les mouvements d'être en jeu après la torture. Donc l'approche était vraiment transdisciplinaire, sociologique, politique, clinique, phénoménologique. Et ce n'est pas la même chose d'appréhender ce qu'il reste du trauma comme pensée ou éprouvé dysfonctionnel, ou de le penser en termes de traces existentielles. Je voulais sortir d'un discours médicalisé et normatif, parce que la façon dont nous nommons les choses n'est absolument pas innocente, et au contraire, elle va complètement orienter notre regard. Cette différence, elle est fondamentale, car c'est ce qui va replacer la personne au cœur de son histoire, sans jamais l'assigner à ses seuls symptômes. On sait qu'après un trauma, l'identité personnelle va se retrouver mutilée, dénudée. Ce sont les mots de Jean-Claude Métro. Son vêtement narratif va lui être arraché. Et il dit, le naufragé se confond souvent avec le trauma subi. On va parler de rescapé d'Arménie, par exemple. Et il me semble que si nous nommons les choses ainsi, rescapé d'Arménie, nous entretenons cette dissolution de l'être et finalement il disparaît sous le trauma. C'est pour ça que quand je parle de personnes qui ont vécu des actes de torture, je ne vais pas parler de personnes torturées ou de personnes qui ont été victimes de torture. Alors c'est sûr qu'elles ont été victimes, ça c'est clair. Et en même temps, je veux toujours laisser la possibilité à l'être de pouvoir s'en dégager et de montrer qu'il y a autre chose. J'avais un ancien patient que j'avais retrouvé dans le cadre de cette recherche, qui avait une cicatrice en lien avec les tortures au visage et qui expliquait qu'il s'était fait ça en moto parce qu'il ne voulait pas qu'on le considère comme le type qui a été torturé. Alors, je vais passer directement à ce qu'il en ressort en fait de ce travail-là. Les effets du système torturant sont agissants bien après que le sujet soit parvenu à se reconstruire. Et ça a été vraiment le cas pour toutes les personnes que j'ai retrouvées. Il s'avère que des années après les sévices, les personnes ont réaménagé fondamentalement leur rapport au monde et à autrui, de telle façon qu'elles puissent se sentir en sécurité et éprouver le sentiment de garder le contrôle sur leurs relations sociales. La proximité avec autrui ne va être possible qu'à certaines conditions. Les proches sont minutieusement choisis et on peut même parler d'un cercle social électif. Dans ce cercle social électif, le sujet pourra garder une certaine vigilance et se tenir en alerte, parce que autrui est perçu comme potentiellement dangereux et il faut toujours s'en protéger. La croyance sous-jacente dans cette logique-là est que toute relation humaine porte en elle de façon embryonnaire le germe du pouvoir et de l'emprise. Donc le dégagement de l'emprise de la torture reste partiel et va être souvent au prix d'une fracture de l'être. Ce dégagement ne se réduit pas à la disparition des manifestations symptomatologiques induites par la torture. Les gens que j'ai retrouvés avaient
repris le cours d'une vie normale, autonome, satisfaisante. Ils avaient même parfois des relations amoureuses épanouissantes. Mais cela ne veut pas dire qu'elles arrivaient à se défaire complètement du passé. En témoignaient des moments de crise qui revenaient régulièrement et qui, même s'ils étaient beaucoup plus brefs avec le temps, et que les personnes savaient très bien comment y faire face, ils revenaient ces moments-là. Et une de ces patientes avait nommé ces moments-là des moments épidermiques. Et je trouvais que c'était extrêmement bien trouvé parce que c'est vraiment l'épiderme qui parle. C'est la mémoire du corps, c'est la mémoire de tout ce qui s'est passé qui nous ressaisit. C'est le poids du fardeau, de la destruction, de l'injustice, l'anéantissement. Et d'un seul coup, il faut se protéger d'autrui potentiellement dangereux. Aussi, ces résurgences vont placer les personnes dans une sorte d'état d'alerte, plus ou moins prégnant. Et je dirais plutôt un état d'intranquillité. Et cet état d'intranquillité, il est vraiment allié chez les personnes en situation d'exil que j'ai pu rencontrer à la question de l'impunité des tortionnaires. Pour ces personnes, la reconnaissance de la torture par l'obtention du statut de réfugié politique est indispensable, vaut comme reconnaissance éthique, mais elle ne compense absolument en rien le sentiment d'impunité à l'égard des tortionnaires. Cette impunité, elle n'est pas au premier plan au tout début des prises en charge quand les personnes arrivent en France. Alors, dans certains suivis ici, c'est quand même présent, hein, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus présent des années après, quand on s'est reconstruit, que des choses vont bien, la vie a repris le cours, l'injustice reste là. Et cette injustice, elle va vraiment être très problématique. Je voudrais citer un de mes patients mauritaniens que j'avais retrouvé dans le cadre de cette recherche. Ceux qui ont tué, qui ont torturé, aujourd'hui sont là, dans l'impunité la plus totale. Mes bourreaux sont des officiers supérieurs de haute fonction dans la structure qui dirige le pays. Et moi, je suis hantée. Je n'arrive pas à oublier parce que ces gens ont commis des méfaits et ils sont là dans l'impunité la plus totale. Vous savez, le monde est devenu un village planétaire. Chaque jour, si je me connecte sur Internet, je les vois, je vois leurs noms, je vois leurs faits et gestes. Moi qui ai été victime de torture. Aujourd'hui, même si je prends ma douche, je vois les séquelles de mes tortures, chaque jour que Dieu fait. Je n'arrive pas du tout à oublier. J'aimerais retourner dans mon pays, être libre, mais on m'a déportée de mon pays. Je n'y ai plus ma place. Je suis la victime, mais c'est moi qui suis exilée. Donc pour conclure, le dégagement du système torturant, comme on l'a vu, qui reste partiel, n'est possible qu'à la condition d'une double reconnaissance. Une première reconnaissance par un tiers et une reconnaissance juridique des sévices subis. Cette reconnaissance par un tiers, c'est la présence d'un témoin qui va être témoin de cette traversée des mondes, du vivant, du monde des morts au monde des vivants. C'est cette personne qui, à un moment donné, va pouvoir rompre avec l'idée que le vécu est insensé, intransmissible, et on va complètement participer à la reconstruction d'une narration de soi, là où le fil semble complètement perdu. Ce témoin, c'est souvent le psychothérapeute, mais ça peut être un travailleur social, ça peut être un avocat, ça peut être une personne qui, à un moment donné, va vraiment prendre le temps d'être là et d'écouter le récit des personnes. Et puis, la deuxième reconnaissance, hein, c'est cette reconnaissance juridique sur le plan social pour les personnes que j'ai rencontrées. Il n'y a pas de condamnation des tortionnaires, il n'y a pas de reconnaissance des actes de torture, et cette absence de reconnaissance juridique, elle vaut vraiment comme blessure morale, comme le dit Axel Honneth. Ce qu'il advient de l'être après un événement effractant est le produit d'une conjoncture de faits de tout ordre, politique,
clinique, psychique, mais l'histoire, elle est toujours à écrire de manière individuelle. Rien ne laisse présumer des capacités de lutte, voire de désemprise des sujets qui ont subi des violences de cette ampleur. Et pour finir, j'aimerais citer 2 citations d'une patiente, celle qui avait parlé justement des moments épidermiques. La première citation, c'est à la fin de la thérapie. « Je veux en finir avec la négativité. C'est comme si je revenais d'un champ après une journée de travail et de saleté, et je m'apprête à prendre un bain. J'en suis là, et l'étape suivante sera de prendre mon bain avec les autres. » Et puis, lorsque je l'ai retrouvée au moment de cette recherche, des années plus tard, et je finirai sur ces mots, « Pendant des jours, ça va, mais soudain, tout me revient. On n'oublie pas. Je ne pense pas que l'on puisse oublier. Mes vieux démons sont partis, c'est vrai, mais j'ai un poids sur les épaules, et ce poids, c'est ma vie. » Merci. Merci infiniment pour le récit de cette étude très qualitative, parce que nous sommes tous tissés de récits, et finalement les psychothérapies, c'est aussi permettre aux gens des lectures alternatives et des récits alternatifs. Pas du tout pour effacer, ça ne s'efface pas le passé, mais enfin, comment lire et raconter, mais à plusieurs du coup, ce qui nous fonde et ce qui nous arrive. Donc on a un tout petit peu de temps pour la discussion et des questions que je vais avoir du mal à voir parce que on a les spots, mais si quelqu'un veut intervenir, oui, ou alors il y a aussi, mais ça on va voir s'il y a des questions dans le chat, ça je ne sais pas. Donc là, oui, et si Vladimir vous vouliez dire quelque chose déjà, on peut. Ouais, je voulais rajouter 3 points sur ce qui a été dit par rapport à la clinique de l'exil, puisqu'on ne voit que ça au centre régional de psychotrauma Paris-Nord. Et par rapport à ce qui a été dit ce matin, on entend souvent qu'une fois les conditions sécures obtenues, donc les problématiques de survie écartées, donc tous les ongoing stressors sociaux qui sont des facteurs d'entretien et d'empêchement de la guérison du psychotrauma sont écartés. Les patients sont guéris, c'est faux. Il y a une amélioration transitoire. Et puis en fait, après, on observe souvent une aggravation secondaire. En fait. On le voit beaucoup, notamment au sein du dispositif Parcours qui interviendra cet après-midi. Le deuxième point que je voulais ajouter pour abonder dans le sens de la prise en charge individuelle, c'est la question de l'entité PTSD complexe. Donc c'est une entité qui est apparue dans les années 90, qui n'a pas encore été retenue dans le DSM-5, enfin qui n'a pas été retenue dans le DSM-5, mais qui le sera peut-être dans la prochaine version. Donc en psychiatrie, on réfléchit beaucoup par des catégories de maladies, et on finit par découper ces catégories en sous-catégories, parce qu'on se rend compte qu'une prise en charge standardisée d'une grosse catégorie, ça ne marche pas. C'est le cas pour le PTSD complexe. Et en fait, on va progressivement vers l'individuel. En fait, c'est juste ça que ça dit. Et donc, le PTSD complexe, entre guillemets, c'est un trauma interhumain prolongé, répété. Et c'est les exilés, ils n'ont que des PTSD complexes. Donc, on ne peut pas appliquer les protocoles de thérapie d'exposition classique, les thérapies brèves, etc. Et Luc parlait de la question de l'exposition par rapport à ces études qui ont comparé à la present center thérapie, donc la thérapie de l'évitement du trauma. Donc quand le patient aborde son récit, ben non, il faut parler de son chien. Et c'est vrai qu'on a eu des débats parce que quand même notre expérience, il y a un truc empirique où finalement le recueil du récit et de l'écoute du récit, et ben, après avoir obtenu le lien et l'alliance thérapeutique, il advient, entre guillemets. Et puis aussi, on se met à exposer un petit peu intuitivement. J'entendais au centre Frantz Fanon la plongée pour les patients qui ont vécu des traumas en mer. Donc il y a ce truc empirique qui est là, qui est aussi l'empirisme, c'est une méthodologie scientifique. Et puis sur la question de l'alliance, donc, qui est très importante, c'est le bon moment. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il peut se passer 1 an, 2 ans avant que justement ce récit advienne. Et tout ça, ça fait partie de l'expérientiel, du savoir tacite, entre guillemets, qu'on
qu'on développe en faisant des intervisions, des supervisions qui sont très, très importantes. Et sur cette question du lien de l'alliance thérapeutique avec les exilés, il faut aussi se méfier, ça on vous en avez peut-être déjà parlé, on est tous un peu exposés à ça, du risque de dépendance aussi. Et du coup, mais pour pallier à ce risque, il ne faut pas non plus tomber dans des théories comme par exemple la neutralité bienveillante, qui est malveillante dans le psychotrauma. Et donc, il faut toujours jouer entre ces deux aspects. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat déjà? Puis après, on va prendre... Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a des études concernant l'efficacité de la thérapie narrative par exposition? Est-il possible d'avoir la source de l'étude évoquant les EMDR comme ayant les limites auprès de publics exilés? Voilà. Deux questions très précises. Alors, sur la narrative exposure thérapie, il y a 8 études qui ont été menées, enfin là, sur une méta-analyse de référence, qui retrouvent une efficacité, de toute façon, comme toujours, hein, c'est très notable, je veux dire, tout à fait comparable à celle des traitements dits de référence, et pour un total de 241 patients. Donc ça, c'est certainement plutôt sur du PTSD simple. Et 8 études pour 240 patients, c'est à comparer avec 51 études pour 1380 patients pour le traitement de référence. Donc il y a quand même une logique aussi quand on dit c'est le traitement de référence. Mais le problème, c'est que si on sort du champ du PTSD et qu'on voit le champ de la santé mentale en général, en fait, on s'aperçoit que tous les traitements de bonne foi, c'est le terme utilisé, c'est-à-dire de bona fide, de bonne foi, sont aussi efficaces. Parce que quand des énormes niveaux de preuves, on voit qu'en fait, on n'a pas besoin de dire les TCC sont plus testés que la narrative thérapie. Voilà. Au total, on sait que tout fonctionne à peu près pareil, et que quand ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas le lien thérapeutique. Après, en ce qui concerne du coup le MDR, et donc l'étude qui parlait des migrants, alors la référence précise, réfugiés, alors attendez. Donc en gros, il faut quand même des êtres humains qui se causent ensemble, quoi. Oui, ah oui, alors ça, enfin démontré scientifiquement. Alors, moi, j'ai écrit un article sur la psychothérapie Deprexis, qui est donc une thérapie, c'est un logiciel, si vous voulez, qui prétend faire une psychothérapie sans thérapeute. Voilà. Et effectivement, c'est marrant, parce qu'en fait, ça marche aussi bien que si vous lisez, va faire du sport, bouge-toi, va voir tes amis. Et donc, c'est-à-dire aussi bien que la bibliothérapie, en fait. Donc, c'est-à-dire, ça marche. Okay. Et alors, du coup, l'article, c'est Ter-Aid, Moren, Van de Schut, High Movement Desensitization and Reprocessing Therapy versus Stabilization as Usual for Refugees. Randomized Controlled Trial. Voilà. British Journal of Psychiatry, donc c'est pas rien. Voilà. Et ça date de 2016. La question lancinante dont François Gonon parle très bien dans son dernier livre, d'ailleurs, c'est pourquoi, malgré toutes ces preuves scientifiques, du coup, enfin méthodologiquement robustes, le discours dominant, médiatisé, reste un autre. Mais bon, si on se lance là-dedans, on ne déjeunera pas, ce qui est très mauvais pour la santé. Du coup, oui, juste une intervention, puis on s'arrête et on reprend. Juste un mot, Georges Federman de Strasbourg. J'étais très dépressif en venant ce matin. Et là, je suis un petit peu plus mobilisé grâce à Stéphane Lecourant. Ce matin, il nous a donné la clé peut-être de la survivance. Et je le traduis en chanson. Pour moi, la vie va commencer en allant jouer au tiercé. Comme Stéphane Lecourant a trouvé la clé. Chance, hasard, chance. C'est ça la clé que je tire de la rencontre de ce matin, avec une autre chose par rapport à Auschwitz. On l'a évoqué, Muriel, tu l'as évoqué. Et pour moi, c'est un paradigme fondamental. Primo Levi, Jean Améry. Et aujourd'hui, à Auschwitz, c'est peut-être la normalité ou la Libye de la normalité des pouvoirs. La Libye de la normalité des pouvoirs. Et il s'agit de faire en sorte que la référence à Auschwitz soit utilisée pour défendre aujourd'hui les plus fragiles, les plus vulnérables. Et en tant que juif arabe du Maroc, il s'agit de défendre les Gazaouis et les Cisjordaniens. Merci, et nous allons nous arrêter pour ce matin.